Bonjour mes chers élèves, on commence un nouveau chapitre de la deuxième semestre de la matière physique-chimie pour la troisième année collégiale section internationale. Donc, la deuxième partie, c'est la partie mécanique pour cette année. La partie mécanique, pour le semestre 2, le premier chapitre, le mouvement et le repos. Le mouvement et le repos sont deux notions contraires l'un à l'autre. Le mouvement en arabe, haraka, et le repos en arabe, soukoun. Pour le planning de ce chapitre, le mouvement et le repos, première partie, on va voir la relativité des mouvements et des repos. Deuxième partie, on va connaître la notion de la trajectoire. Et la troisième partie, on va faire les différents types de mouvements. Et pour chaque partie, on va faire un exercice d'application pour comprendre mieux les notions et sa correction. Première partie, on va faire une situation problématique. Une grande question, on dit que l'arbre est-il au mouvement ou bien au repos? Comme vous voyez l'image, pour vous, est-ce que l'arbre est au mouvement ou bien il est au repos? La plupart des réponses des élèves, il va dire que l'arbre est toujours au repos. Mais si je change l'image par cette image, voilà, on voit réellement que l'arbre peut être-il au mouvement, normalement. Mais par rapport à quoi? Pour la première image, il est au repos par rapport à nous. Mais pour cette image, elle est au mouvement par rapport à cette voiture, normalement, qui roule sur la route. C'est bien. Donc, les deux termes, on dit ce sont des termes relatifs. Ou d'ailleurs, pour la première partie, relativité, j'explique ce terme par les nombres relatifs que vous connaissez. Les nombres relatifs, ce sont les nombres, soit ils sont positifs ou bien négatifs, dans un groupe qu'on appelle les nombres relatifs. C'est bien. Donc, la même chose, n'importe quel objet, ça peut être-il en mouvement ou bien au repos. Activité numéro 1. On prend cette image, un bus qui roule en suivant ce sens de mouvement. Avec Badr, la lettre B, et Camélia, la lettre C, sont assis à leur place. Le père et son chien sont au bord de la route. J'explique ici un peu comment on dit qu'un objet il est au mouvement bien au repos. Donc, première des choses, on va faire déterminer un objet de référence. Un objet de référence, par exemple, je prends comme un objet de référence le père. Voilà, on va citer que l'objet de référence, c'est le père. Très bien. Donc, on va prendre les objets d'autres objets. Par exemple, le chien. Le chien, voilà. Est-ce que la distance entre le chien et le père change? Est-ce qu'il change cette distance ou bien la position du chien change par rapport à le père? Non, il reste toujours invariable. C'est la même distance ou bien la même position entre les deux objets. Donc, on dit quoi? Que le chien, il est au repos par rapport à le père. Mais, Camélia, par exemple, voilà, Camélia, la lettre C. Donc, Camélia, la distance entre Camélia et le père, cette distance ou bien la position de Camélia, il change. Il change parce que le bus, il roule. Donc, la position de Camélia change par rapport à le père. Donc, on dit que Camélia, elle est quoi?
il est en mouvement. C'est bien, mais le chien, il est au repos. Maintenant, on va prendre un autre référentiel, un autre objet de référence. Voilà. Je prends par exemple le conducteur. Voilà le conducteur. Et j'y prends la même chose. Le chien. Le chien maintenant. Le chien avec le conducteur, ces distances, est-ce qu'ils changent? Oui, la position de chien change par rapport à le conducteur. On dit que le chien, il est maintenant au mouvement. Donc, le chien, il est au repos par rapport à quoi? Par rapport à le père, mais il est au mouvement par rapport à le conducteur. C'est bien. Et la même chose maintenant pour Camilla. Pour Camilla, voilà, la distance entre Camilla et le conducteur, c'est la même distance. Donc, Camilla est au repos par rapport à le conducteur, elle est au mouvement par rapport à le père. C'est bien? On passe pour faire un tableau de résultats pour cette partie. Donc, on dit que le chien, il est immobile par rapport à quoi? Il est immobile par rapport Badar, il est mobile par rapport à le père, mais il est immobile par rapport à quoi? Par rapport à Camilla. Parce que la distance entre Camilla et le père, c'est la même distance. C'est bien? Pour le bus, il est mobile par rapport à le père. Parce qu'entre le père et le bus change la distance. Et il est immobile, le conducteur, le bus par rapport à Camilla, c'est la même distance, la même position, donc ils sont immobiles. C'est bien. On passe pour conclusion. Donc, pour déterminer l'état de repos ou de mouvement, qui sont des termes relatifs, donc par rapport à un objet de référence, appelé quoi? Référentiel. Donc, il faut bien déterminer un objet de référence. C'est un référentiel qui va dire quoi? Un objet, il est en mouvement, bien, il est au repos. Deuxième conclusion, un objet peut être au repos, comme l'arbre, par rapport à un référentiel, par rapport à un autre arbre, et il est au mouvement, l'arbre, il est au mouvement par rapport à un autre référentiel, par exemple la voiture. On passe pour un exercice d'application, un voyage au bord d'un train. On a des objets qui sont à l'intérieur des trains. On a les voyageurs, on a les chaises, les fenêtres, les porte-bagages, la table roulante, la serveuse, les boissons, etc. C'est bien. Première question, on détermine un référentiel pour qu'un voyageur soit au repos. Donc ici, si je prends le premier voyageur ici, qui lit le journal, la distance entre lui et tous les voyageurs, c'est la même distance. Donc on dit que les autres voyageurs sont au repos par rapport à les autres. C'est bien. Si je prends la fenêtre, la même chose. Donc, si je prends les porte-bagages, c'est la même chose. Pour la deuxième question, un référentiel pour qu'un voyageur soit au mouvement. Donc, je prends la serveuse. Normalement, ces distances changent. La même chose, la table roulante avec les voyageurs, c'est la même chose. Les boissons et même les objets qui se trouvent à l'extérieur. Par exemple, les arbres, les voitures, etc. Voilà la correction de cet exercice.
déterminant référentiel pour qu'un voyageur soit au repos, donc la chaise, porte-bagages, un autre passager, le train. Et pour qu'un voyageur soit en mouvement, la serveuse, la table roulante, un objet qui se trouve à l'extérieur. Pour la deuxième partie, la notion de la trajectoire. Ça veut dire quoi une trajectoire? Donc, on va prendre 3 exemples des objets qui sont en mouvement. Premier exemple, c'est un ballon de basketball. Deuxième exemple, c'est une nacelle d'une grande roue. Et normalement, une voiture qui roule sur une piste trajectoire rectiligne. Maintenant, c'est quoi la trajectoire? Ou bien la première question, combien on a de ballons? La plupart, ils disent ce sont 13 ballons. Non, c'est un seul ballon, mais ce sont des images de chaque position de cette ballon. Maintenant, on va faire quoi? On va dessiner le centre de chaque position, par exemple, position numéro 1, position numéro 2, position numéro 3, et je relie entre les positions. Voilà. Donc, je relie entre les positions. Ça donne quoi? Ça donne le trajectoire. Donc, il faut bien passer par le centre de chaque position. Donc, cette trajectoire, le type curviligne. En arabe, munhani. Pour les positions de la voiture, donc on dit que les positions de la voiture sont quoi? Sont alignées. S'ils sont alignés, ça veut dire qu'ils forment une droite. S'ils forment une droite, on dit que c'est une trajectoire rectiligne. Là, en arabe, mustaqimia. Pour la nacelle, chaque position de cette nacelle, donc il va décrire quoi? Il décrire un cercle. Donc, ce cercle, on dit que le trajectoire est un quoi? Est un cercle. C'est bien? Trajectoire circulaire. On passe pour les définitions. Ou bien, conclusion, c'est quoi une trajectoire? Une trajectoire d'un point, d'un corps mobile, qui est toujours mobile, bien en mouvement, et l'ensemble des positions. Ce sont les positions qu'il occupe durant son mouvement. Il existe plusieurs types de trajectoires normalement. Si la trajectoire est une droite, on dit que le mouvement est dit rectiligne. Si la trajectoire n'est pas une droite, le mouvement est dit curviligne. Mais si la trajectoire, c'est un cas particulier, un arc de cercle ou bien un cercle, on dit que le mouvement est dit circulaire. Donc, on peut remarquer qu'on a 3 trajectoires rectilignes, curvilignes, circulaires. Comme un exercice d'application, voilà, on va classer les trajectoires de chaque objet qui sont en mouvement par rapport à nous normalement. Par exemple, le skieur sur la neige, la voiture dans un virage, les planètes du système solaire, une voiture sur une autoroute, etc. Voilà. Si je prends par exemple le skieur, voilà, il fait comme ça. Donc, son trajectoire, elle est quoi? Normalement, est curviligne. La même chose, le serpent, voilà, le serpent est trajectoire curviligne. Mais pour les planètes ou bien la planète Terre, vous remarquez le trajectoire, c'est pas circulaire, mais c'est un curviligne. Voilà, c'est curviligne. Pour le virage, la même chose. Voilà, c'est un trajectoire curviligne. Pour la voiture ici, c'est rectiligne. C'est la rectiligne parce que la ligne est rectiligne. Mais pour les éoliennes, vous voyez ici qu'ils tournent en forme circulaire. Les poissons sont des trajectoires qui sont quoi? Curvilignes. Et les montres, ou bien les aiguilles de la montre, voilà, elles forment un cercle autour de centre. Donc, trajectoire circulaire. Voilà les résultats de cet exercice. On passe maintenant pour la dernière partie, les différents types de mouvements.
Activité numéro 3, on a 3 exemples. Premier exemple, c'est une cabine d'ascenseur. Voilà, une cabine d'ascenseur. La cabine numéro 1, c'est la même cabine, mais ce sont de 3 positions. C'est la nacelle d'une grande roue qui tourne autour de son axe. Ici, cabine de téléphérique. C'est bien. Maintenant, la question, quels sont les types de mouvements? Pour les types de mouvements, on a 2 types, soit translation, soit rotation. La translation en arabe, il y a إزاحة. تأتي من فعل أزاح يزيح الشيء عن موضعه. إذن إزاحة, la translation, إزاحة الشيء عن موضعه. La rotation en arabe, il y a دوران. يدور جسم حول محور. C'est bien. Maintenant, pour vous, les élèves, la plupart des élèves, pour la premier exemple, pour l'ascenseur, il dit que 100% toutes les réponses des élèves, il dit que l'ascenseur, bien la cabine de l'ascenseur, mouvement de translation. Et 100% les réponses sont correctes. Mais 100% des élèves, pour le deuxième exemple, il dit que c'est une rotation. Mais c'est faux. Pourquoi? J'explique. Et le troisième exemple, les élèves ont les réponses, soit il dit que ce sont translation ou bien en rotation parce que c'est un peu compliqué. Donc, pour la translation, c'est simple. On prend 2 points de chaque position. Voilà. Et on va relier entre 2 points par un segment. Comme ça, c'est simple. Donc, le segment, je répète A et B pour les 3 exemples, ou bien 2 ou bien 5 positions. Et on remarque quelque chose, que tous les segments sont quoi? Tous les segments sont parallèles. Tous les segments sont parallèles. C'est bien. Donc, si les segments sont parallèles, ça veut dire que les objets ou bien les corps sont en mouvement de translation. Donc, les 3 exemples sont en translation. C'est bien. Maintenant, j'explique la rotation. Comment on fait la rotation? Pardon, avant de faire la rotation, les 3 exemples. Donc, le problème, les élèves, ils voient normalement le trajectoire. Donc, par exemple, la première, elle est rectiligne, la deuxième circulaire, la troisième curviligne. Donc, on dit que pour la première, c'est une translation rectiligne. Pour la deuxième, c'est une translation circulaire. Pour la troisième, c'est une translation curviligne. Attention, pour les nacelles et les cabinets soit de l'ascenseur ou bien de la téléphérique, si on dit rotation, ça veut dire que les humains, ils sont renversés dans l'autre sens. Je passe pour les rotations. Voilà, on a la porte et les aiguilles de la montre. Pour la porte, elle fait un arc de cercle. Ce n'est pas un cercle parce qu'on ne peut pas ouvrir une porte sans la forme d'un cercle. Donc, c'est un arc de cercle. Mais pour les aiguilles de la montre, pour chaque aiguille, il décrit un cercle. Regardez ici, pour le petit aiguille, il va décrire le cercle en bleu. Mais pour le grand aiguille, il va décrire un cercle en rouge. Les 2 cercles donnent le même centre. Donc, voilà le centre ici. C'est bien. Donc, les 2 types sont de rotation. Donc, comme conclusion, pour un mouvement de translation, tout segment A et B qui joignant 2 points quelconques d'un solide reste parallèle à lui-même. C'est bien. Mais pour rotation, on prend tous les points de solide décrivent. Il va décrire en quoi? Des arcs, des cercles ou bien des cercles qui sont centrés sur l'axe de rotation de mouvement. C'est bien. Maintenant, on va faire un exercice d'application. Voilà la nacelle de la grande roue avec la grande roue. Pour le type de mouvement de la nacelle et le type de mouvement de la roue. C'est simple, on prend 2 points
pour chaque nacelle et on prend des points qui forment des cercles pour la roue. Voilà. Par exemple, le segment AB, 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 il reste parallèle au cours de 7 mouvements. Donc, on dit que la nacelle, sans mouvement, est translation circulaire. Mais pour le point C et D, E, E et F, ils forment des cercles. Des cercles qui sont concentrés sur l'axe de rotation delta, qui se trouve au milieu de la roue. J'espère bien que vous avez compris mieux le chapitre. Si vous avez des questions, contactez-moi soit par YouTube prof.hp2 ou bien par Facebook prof.hp2, la page, ou bien par Gmail. Voilà mon Gmail. Et merci pour votre attention.